Bonjour à tous citoyens du monde. Alors je reviens ce 27 avril 2016 afin justement d'éclaircir certaines choses par rapport donc à l'EVRAS, qui est l'éducation relationnelle et affective et sexuelle des enfants, des élèves, et qui a été donc par la Fédération Wallonie-Bruxelles comment dire, rendu obligatoire dans tous les cycles en fait du fondamental, maternelle, primaire, secondaire, et toute filière confondue, libre, confessionnelle. À partir du moment où c'est subventionné, tout le monde devra s'y plier. Donc de faire de l'EVRAS. Et donc il y a des choses à préciser de manière à ne pas se faire piéger par tous ceux qui voudront discréditer ce qu'on aurait à dire, et notamment pourquoi cela a été mis en place. Alors, dans chaque mouvement, il y a des extrémismes. Et donc, il est bien facile en fait de dire à tout va, il y a des extrémistes ici, il y a du fanatisme ici. Mais ce qui est encore plus important, c'est de les identifier et de pouvoir nommer les choses par leur nom. On parle de l'EVRAS surtout quant à l'égalité entre filles et garçons. Mission, un garçon, une fille, une même école, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui prône à l'égalité entre les garçons et les filles. Mais en fait, voilà, c'est donc les luttes féministes des années 60 qui s'imposent, mais qui n'ont rien de réellement féministe, mais plutôt d'ultra-féministe, on dira. Donc c'est pour cela que je dis que il y a des extrémismes et du fanatisme de part et d'autre. Et donc, l'EVRAS est un cocktail de deux dynamiques, donc des ultra-féministes d'un côté, d'accord, qui donc veulent absolument formater, conditionner le mental de nos enfants dès l'école, soi-disant pour enrayer les inégalités qu'il y aurait dans la société et combattre en fait les inégalités qu'il y a concernant par exemple la répartition des temps sociaux au niveau salarial, le droit de pouvoir disposer de son corps en tant que femme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on sait parler finalement tout le temps du droit des femmes. Je suis féministe en partie, parce que quand on me voit et qu'on dit oui, elle est musulmane, elle est voilée, ça doit être une femme donc qui a été lobotomisée, donc qui aurait forcément été suffisamment conditionnée par le patriarcat pour ne plus savoir elle-même finalement qu'elle est en train de lutter contre les femmes et contre sa propre condition. Je pourrais renvoyer par tant d'autres argumentaires dans l'autre sens, mais la question n'est pas encore là. Ce qu'il faut savoir, oui, je suis féministe en partie, c'est pas une condition nouvelle pour moi en tant que musulmane, c'est une condition de tout temps, il y a 1400 ans en tant que musulmane, de par ce que m'a enseigné ma religion, pas de ce qu'en ont fait les hommes. Et donc, en partie parce qu'on parle du droit des femmes, on oublie le droit du fœtus, on est en mesure finalement de défendre le droit des animaux, des inaudibles, des bêtes qui ne peuvent pas s'exprimer, qui n'ont pas la même expression que nous en tant qu'être humain, de tout être vivant. Et donc on fait aussi part de la voie de la nature, pour justement plus d'écologie, le respect de la nature. Et le droit du fœtus, dans cette société, il est inexistant. Il y a un problème au niveau éthique. Parce que l'on s'est dit dès le début que le droit des femmes de disposer de leur corps, comme si cela leur appartenait à 1000%, n'est pas juste. Le corps des femmes leur appartient jusqu'à un certain degré. Quand on est en fusion avec un homme, que nous avons des rapports avec lui, ce qui est échangé
n'incombe plus qu'à l'homme ou n'incombe plus qu'à la femme seule, mais aux deux entités. Et donc, le fruit des entrailles, ce qu'il y a dans le ventre, hein, est complètement nié au nom, d'un droit exclusif de la femme, de jouir de son corps tel que bon lui semble, au nom du fait aussi qu'on oublie de dire que c'est un extrémisme et qu'on s'est placé, on a conditionné les gens à dire que un fœtus de 25 ou 26 semaines, il serait considéré viable qu'à partir de ces semaines-là. Mais qu'en dehors de cela, ben c'est pas un être humain. Il y a débat sur la question, mais on est dans une société donc d'hédonisme et de consommation et de surconsommation, mais à tous les seuils et à tous les niveaux. Et donc, ce que l'on ne dit pas aussi, c'est que les personnes qui se sont faites avorter ont eu beaucoup de traumatismes post-avortement. On essaye de masquer comme quoi on les aurait suivis psychologiquement. On ne sera jamais assez mature psychologiquement pour pouvoir accepter facilement. C'est toujours en deçà de ce que l'on s'était fait comme idée. De toute façon, donc il y a des post-traumas d'avortement. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de fœtus, que je dirais plus bébés, qui sont passés à la poubelle par année. Et pourquoi? Parce qu'il y a une obsessionnelle envie de contrôle sur le contrôle des naissances, puisque comme les populations s'agrandissent de plus en plus, et ben on pense économiquement parlant à la répartition des ressources. Donc c'est toute une politique, le contrôle des naissances. C'est toute une politique. Et justement, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de nous apprendre qu'il n'y a qu'une seule manière d'être féministe. Et c'est forcément celle des ultra-féministes. Et que si nous ne sommes pas d'accord avec elles sur le fait qu'il faut toucher à l'enfance dès le début, dès les premiers âges, pour les conditionner à l'égalité homme-femme, nous ne serions des conservateurs. Donc c'est une notion aussi conservateur qu'on utilise. Je dirais plus préservateur que conservateur, parce que la conserve en général elle a une date de péremption. C'est très péjoratif, et c'est une manière aussi de dire qu'on n'est pas à jour et qu'on n'est pas à la page, ce qui est loin d'être le cas. La seule chose que je voudrais dire, c'est que finalement on parle du féminisme, on parle du droit, ça n'a que 60 ans et on en parle comme une vérité de toujours. Les générations anciennes se portaient bien mieux. Dire qu'il y avait des inégalités, il y en a encore aujourd'hui. Oui, il faut lutter contre, mais pas de cette manière. Mais que les adultes fassent en sorte de faire le changement au niveau politique pour que nos enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions demain. Et non commencer à formater leur mental autour de questions vraiment viles, dont d'autres lobbies viennent se greffer, notamment les lobbies LGBT et les lobbies transgenres, qui, entre une égalité qu'on essaye de faire entre un homme et une femme, par rapport à une sociologie, à un constat d'inégalité matérielle, viennent greffer par-delà, au-dessus de ce concept d'ultraféminisme, le concept de sexe mental, de choix des préférences, de droit à la sexualité précoce, et de définir avec qui l'on veut avoir du sexe, et comment, et les mettre aussi dans un malaise identitaire. Donc, dire ce sont des lobbies qui travaillent en cohésion, ensemble, et qui se dissocient lorsqu'ils sont pris la main dans le sac pour mieux discréditer, parce qu'ils comptent plus sur le fait que les personnes qui entendent l'information soient séquentielles
et ne comprennent pas qu'il y a toute une stratégie en amont, transversale, très dangereuse, et une stratégie se déploie sur plusieurs axes. Nous sommes en train de perdre nos enfants par ce fait que, par exemple, l'EVRAS soit mise en place dans les écoles. Je suis contre l'EVRAS dans les écoles. Il faut pouvoir laisser le choix aux parents de pouvoir, s'ils ont du mal à aborder les questions de sexualité avec leurs enfants, de pouvoir avoir le choix de les mettre dans des endroits tiers et non d'uniformiser autour de la sexualité à l'intérieur même des écoles tous les enfants sous le prétexte de pseudo-égalité d'information. Voilà. Alors on dira aussi que l'EVRAS a été mis en place pour éviter ces drames. Donc c'est-à-dire on nous tape des deux côtés l'argumentation qui dit que justement pour éviter ces drames d'avortement, il va falloir précocement éduquer les enfants pour de la prévention. Alors moi j'aimerais déconstruire un peu toutes ces idées et prendre le problème complètement à l'envers. Sachez déjà que pour l'EVRAS, quasi, je dis bien quasi, pas tous, mais quasi tous les partis politiques se sont positionnés pour, beaucoup de membres parmi différents partis politiques se sont positionnés pour, quand bien même la ligne politique qu'ils suivent ne serait officiellement pas pour. Voilà, faut savoir ça. Et déjà, ça serait bien de savoir tous les députés, tous ceux qui ont été d'accord, faire le listing, parce que quand même ces personnes-là sont parents, mais on se demande jusqu'où va leur degré de conscience. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on préserve? Est-ce qu'on préserve les enfants ou on préserve sa place au sein des députations, en tant que parlementaire? Qu'est-ce qu'on préserve réellement? Est-ce qu'on préserve le bien commun ou on préserve d'abord son aspect personnel, privé? Et donc, pour revenir sur l'EVRAS, l'autre argumentation aussi qu'on donne, c'est que justement, pour ne pas arriver à ces drames, il faut d'abord prévenir, faire de la prévention. Or que, comme je disais, le problème, faut le prendre à l'envers, c'est que là où on sait réellement être très efficace pour arriver réellement à de la prévention, rien n'est fait. Je m'explique. Si on a peur on prétexte que par différents canaux, les enfants sont exposés à voir des choses inappropriées de leur âge et qu'ils ont tendance à mimer ce qu'ils voient, il faut dire aussi pourquoi, quand les politiques sont en mesure de censurer des vidéos appelant à la haine, ils ont un dispositif bien en place pour éviter à la population de tomber dans une doctrine. Je me rappelle par rapport à, comment ça s'appelle là, le groupe là, Sharia for Belgium. Il y avait des vidéos, ils ont Joël Milquet a estimé qu'il fallait donc enlever. Quand bien même il y avait des choses, je trouvais que la grande majorité de la population aurait dû voir aussi, même si je partage pas du tout ce qui est dit avec ces extrémistes, mais juste pour dire que quand on est capable de mettre en place un dispositif de prévention qui sache censurer partiellement, on est déjà dans de la censure, on est déjà de l'information biaisée déjà par nos politiciens. Pourquoi ne mettez-vous pas la censure pour les enfants? Pourquoi ne faites-vous pas en sorte que quand ils aillent à Internet, par exemple, par rapport aux âges, pour pas avoir par exemple des sites pornographiques, on sait très bien qu'ils peuvent mentir sur leur âge et qu'ils peuvent voir. Pourquoi, vous qui êtes tellement avancés au niveau technologique et informatique dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec des empreintes digitales, on est en mesure donc d'identifier les personnes. D'accord? Donc, pourquoi mettez-vous pas un système en place pour que quand on aille dans des sites un peu inappropriés,
et ben comme il y a les fichiers identitaires, puisqu'on y est, hein, on est dans les RFID, on est dans l'identification avec des puces électroniques sous la peau, on est déjà à cette ère-là, faut bien le comprendre. Il y a moyen, si on a envie de censurer, on censure aussi les chaînes nationales qui débitent des choses abjectes, hein, qui sont payées par nos impôts, pour prévenir de l'hypersexualisation des enfants. On n'autorise pas non plus l'importation de tenues vestimentaires très, comment dire, très osées, ou bien non, même pas. C'est pas qu'on les interdise, c'est que on fasse du contrôle comme on est capable de faire du contrôle sur les taxes, sur les, comment dire, sur les commerces. Qu'on contrôle bien que les ventes ne soient pas faites à, comment dire, à des jeunes très jeunes. Enfin, il y a moyen de faire des choses. En tout cas, ça c'est des idées, c'est peut-être pas forcément les meilleures, mais ce que je dis, c'est que c'est une question de volonté politique. Donc, en fait, ça n'arrange pas les politiques que nos enfants gagnent de l'éthique, parce que si on arrive à une ère où les relations sexuelles s'abordent autour de 16, 18 ans, ça va pas faire travailler la machine pharmaceutique des ventes de pilules, ça va pas faire marcher, les préservatifs, ça va pas faire marcher beaucoup de choses. Donc, c'est tout un commerce, la dégradation des mœurs de nos enfants. Donc, si on a envie vraiment de mettre la prévention, on le fait à ce niveau-là. On le fait à ce niveau-là et on relève la majorité. Parce que les cognitivités actuelles des enfants ne sont pas celles qu'il y avait 20 ou 30 ans. Parce qu'on les a rendus, comme je disais, de plus en plus déficients au niveau de l'école, en croyant soi-disant que numériquement ils auraient appris beaucoup plus de choses. Ils ne savent même plus lire correctement. Et comment on arrive à manipuler une population quand on n'arrive pas à lire, quand on la femme, il y a, comme je disais, beaucoup de choses à dire. Donc, c'est une politique. Moi, par exemple, je suis pour qu'on relève même la majorité à l'âge de 21 ans aux enfants, que le mariage civil que le mariage civil soit à 18 ans, mais qu'à 21 ans la majorité se relève à 21 ans. Pourquoi? Parce que les enfants actuellement sont de moins en moins matures. Ils sont matures pour certains aspects et immatures pour d'autres. Qu'il va falloir que les parents reprennent le contrôle. Et que quand on a des parlementaires et des politiciens qui estiment qu'on peut descendre la majorité sexuelle à 14 ans, vous voyez que toute cette politique converge pour le rabaissement autour de 10, 8, le rabaissement au niveau de la conscience sexuelle. Tout ça, c'est quand on nous touche à la racine à nos enfants de cette manière, c'est une guerre qu'on fait contre les familles, qu'on fait contre les générations, et que nos enfants demain soient des personnes qui ne soient pas aptes à avoir suffisamment d'esprit critique, de par déjà la pauvreté et l'assèchement au niveau instructionnel, au niveau des écoles, déjà, et de l'autre côté, on leur colonise le mental par la sexualité, de manière à ce qu'on sait très bien qu'un enfant est curieux, qu'il est en pleine découverte, et le fait de lui focaliser, lui faire faire le focus sur ces aspects-là, c'est une manière aussi de lui remplir le mental par des choses qui sont importantes mais secondaires, et qu'il ne faut pas griller les étapes pour que justement ils arrivent à être de grands esprits libres et critiques et qui peuvent remettre aussi en cause les politiques. Donc on est en train de nous préparer aussi avec les guerres, on est en train de nous préparer à beaucoup de choses et on est en train de préparer nos générations futures à beaucoup d'autres choses. Moi j'appelle les parents, je vous dis, des générations de 40 et de 50 ans à se lever, vraiment, parce que nous sommes les derniers maillons qui peuvent freiner cela, et ne comptez surtout pas sur nos politiciens actuels, d'accord? Quels qu'ils soient, quand bien même ils nous souriraient, quand bien même ils nous feraient tous de la démagogie, oui, on vous comprend,
hein. C'est leur place dont il est question. Hein. La communication verbale est une chose, la communication non verbale, l'esprit malsain au sein des assemblées parlementaires fait qu'il y a une pression telle qu'ils sont obligés de se taire, quand bien même ils seraient contre certaines choses qu'ils trouveraient abjectes. Donc voilà, faut pas compter sur eux, faut compter sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis que c'est à nous de faire le changement. Voilà.